Donc, ici, pour introduire le sujet, en fait, que Marcelo va vous expliquer un peu comment ça s'est passé concrètement dans leur entreprise et avec l'accompagnement qu'on a eu avec eux. En fait, nous, d'entrée de jeu, notre processus d'implantation de la gestion des actifs, essentiellement, compte 3 étapes. La première étape étant l'analyse de la situation. Par la suite, il y a l'aspect du business case, le cas d'affaires. Quelles sont les stratégies qui seront mises en œuvre au niveau stratégie d'entreprise, stratégie globale. Enfin, la partie concrétisation viendra couronner le tout. Et comme un peu dans l'amélioration continue, on fait une révision de l'évaluation à un certain rythme, à une certaine fréquence, qui fait qu'on a une méthode d'optimisation et d'implantation d'une saine gestion des actifs en vue de l'optimiser à son plein potentiel, mais nécessairement en lien avec les stratégies de l'entreprise. Donc, Marcelo, si je peux passer la parole à Marcelo pour qu'il vous explique plus en détail de tout. Avant de commencer, je vais vous présenter un peu, vous mettre en contexte un peu concernant Ça avance pas? Bon. Je vais vous mettre en contexte un peu, c'est quoi Duvaltex? Duvaltex, c'est une entreprise textile, dans le domaine textile, qui travaille dans les panneaux de bureaux, sièges de bureaux, cubicules, l'acoustique, couverture des murs, comme on voit ici un peu. C'est leader dans les marchés. C'est une entreprise qui date de 1950 à peu près, dans la région de Beauce, elle est née là. Mais dans l'année 2016, elle a acheté une autre entreprise américaine, pas mal de la même taille, là, aux États, qui a doublé le chiffre d'affaires, qui est rendu avec 9 sites là, au total. Aujourd'hui, on a à peu près 500 employés parmi tous les sites, en incluant la siège sociale de Québec, les bureaux de Montréal, de New York. Bon, l'entreprise, étant donné que l'entreprise qu'on a achetée en 1900, ça date de 1865, fait que ça nous met en contexte un peu tous les actifs. On a toutes sortes d'actifs. On a des actifs qui ça datait de 1900 quelques. On a des actifs qui ça datait de 1970, 1990. On a des actifs qui sont dans les années 2000. Fait que ça mettait beaucoup de diversité dans des parcs machines qu'on avait là-bas. Et ce travail qu'on a impliqué, étant donné que 65% des opérations, ça se fait à Saint-Georges, à Saint-Victor, dans la région de Beauce. On a commencé comme les pilotes de ce travail dans ces 2 sites. Et c'est là qu'on a commencé à passer. Bon. Là, si on revient au processus ABC qu'on a parlé tantôt, je pense que ça va venir. Ouais. Le processus, il a commencé. On a choisi le partenaire STI pour nous aider là-dedans. Étant donné toute la diversité, la différence des cultures qu'on avait sur plusieurs sites, on est allé chercher l'aide à l'externe de STI pour nous faire une évaluation, une analyse où on était rendu parmi ces sites-là. Et on a passé parmi les 9 domaines qui ont été résolus, on a passé des entrevues avec les gens des opérations à différents niveaux. Je parle des entrevues avec les directeurs, les vice-présidents, je parle des entrevues avec les superviseurs, fait que de maintenance, les superviseurs des opérations, on a mis des opérations ensemble, et même les gestionnaires de projets, ça nous a mené une vraie big picture, là, c'est quoi où on était là. Dans ce processus d'analyse, on a identifié les éléments clés. C'était où on était rendu dans la culture de maintenance dans ces 2 sites-là, et ça nous a permis de passer à la prochaine étape, d'évaluer un peu les opportunités pour commencer à monter les plans d'action. Bon. L'étape prochaine, c'était, après cette évaluation qui a été faite en 2-3 jours, que ça a pris là-dedans avec les gens d'STI, on a fait des ateliers avec la direction de l'entreprise. Ça veut dire qu'on a passé parmi tous les niveaux, opération, maintenance. Et ces ateliers, on a focusé pour l'amélioration du nombre d'heures de saltissage. C'est important à dire ici que la saltissage dans cette entreprise, c'est un peu les goulots de l'entreprise. Étant donné les acquisitions qu'on a faites là, on avait une consolidation assez forte à faire dans la saltissage, une optimisation, on peut dire comme ça, pour la saltissage. Fait que la stratégie de l'entreprise, c'était axée sur cette optimisation de saltissage.
Les coûts directs de productivité, on est allé chercher un peu parmi toute l'usine, c'est qu'on pourrait voir, et les gains de productivité. Les opportunités étaient là. Et là, on a dans l'analyse des business cases qu'on a fait, c'est l'estimation du coût du projet, des améliorations qu'on avait, quel est l'investissement qu'on devrait faire pour passer là-dedans. Tout ça, ça nous a donné un payback assez court, okay, parce qu'on avait plein d'opportunités à passer là-dedans. Ça me vient. Bon. Les ateliers des business cases qu'on a fait avec l'opération maintenance, c'est important à dire qu'on a toutes les opportunités qu'on a mappées dans la phase d'analyse qu'on a faite là-dedans. On a fourni aux gens qui ont participé des entrevues aussi, l'équipe de maintenance, l'équipe des opérations, et là, on a fait des ateliers ensemble où chaque personne a réfléchi un peu la réalité du jour à jour, il a ajouté, avec les opportunités qu'on avait déjà mappées par rapport aux bêtes des bonnes pratiques qu'on a dans la maintenance, les entreprises, les gaps qu'on avait, ils ont commencé à lister toutes les actions qu'on devrait faire, qu'on devait travailler selon les jours à jour qu'ils voyaient dans l'entreprise. On a placé tout ça dans une matrice de bénéfices-efforts où on a... Je pourrais dire qu'on a catégorisé selon, on a fait une bonne calibration, on a adapté la matrice bénéfices-efforts selon la réalité de l'entreprise, parce qu'un site est plus gros que d'autres, fait qu'on a ajusté un peu les axes là pour qu'on puisse bien placer des bénéfices-efforts qu'on avait. Et là, on a placé selon les actions que c'était à court terme, c'était plus payant pour nous autres de passer à travers. Fait que toutes ces actions, toute l'atelier a été faite en cherchant des actions concrètes. Ça, c'est important à dire. Robert nous ramenait tout le temps dans cet égard-là. Et les réalisations qui sont des actions qu'on pourrait faire dans les plans de 100 jours. Ça veut dire que si une action c'était plus longue que ça, on mettait beaucoup d'efforts, on le laissait de côté. Okay? On va le travailler d'une autre façon parce que ça prenait plus de temps. Fait que ça a fait des plans des actions comme on voit ici. Là. On peut un plan de 100 jours qu'on a passé à travers. Et on avait du suivi hebdo. Je vais passer ici pour l'avancer. Là. Et là, on avait des suivis hebdo pour cette plan d'action qu'on a fait. Parmi les actions, je vais passer quelques-unes ici qui sont les plus importantes. Ça nous a amené plus de résultats. La première chose, c'est que l'atelier nous a permis d'y aller chercher dans la stratégie de l'entreprise. C'est une entreprise qui travaille avec beaucoup les lignes, les lignes management. Donc, on est allé chercher la stratégie du président de l'entreprise, c'est quoi qu'on va faire, et on a arrimé la stratégie de la maintenance avec les stratégies de l'entreprise au complet. Et là, c'est les Duvaltex Way que vous voyez, là, c'est un peu le système à l'interne qu'on gère toutes les lignes à l'interne. Et ça nous a permis de clarifier ou de bonifier la vision qu'on avait des stratégies de l'entreprise concernant la gestion des actifs. Okay? Ça nous a adressé à un autre niveau, là, en court terme, mais à chaque 3 mois, on révisait les plans, mais ça nous a mené à une stratégie assez solide en cherchant les résultats de l'entreprise. Bon, encore dans la caractérisation, étant donné qu'on a des usines qui sont assez vieux, on a des gens ça fait longtemps qu'ils sont sur place, ils sont habitués à faire la maintenance, l'entretien tel quel, 20 ans, 30 ans avant ici, là, ça nous amenait un défi là-dedans parce qu'il avait des plans d'action, des équipements qui ça datait des 90, qui étaient là. On avait un plan de maintenance, mais n'était pas à jour, là. N'était pas tout à fait à jour. Et les gens faisaient selon sa tête un peu, là, selon la séquence qu'il avait en tête. Et d'autres choses, c'est qu'étant donné que les gens étaient là depuis longtemps, on avait un gros enjeu dans le sens des retraites, des gens qui allaient partir dans pas longtemps. Fait que la gestion du risque des connaissances à l'interne de l'entreprise, étant donné les spécificités des équipements, c'était un enjeu majeur pour nous autres pour garder les opérations des usines. Donc, là, on a fait une matrice des compétences, la matrice qu'on voit ici, un peu un exemple, là, où on a mis toutes les compétences de la maintenance qu'on a listées. Et même là, à niveau de l'équipement, pour chaque équipement, qui sont des équipements, mettons, le métier de cycle, c'est très spécifique, on a auditoire, c'est très spécifique, on ne trouve pas de mécanicien d'auditoire sur le marché. On a mis toutes les compétences qu'on voulait développer là-dedans,
Et on a évalué chaque employé dans cette compétence selon le niveau de 1 à 4. Là. Ça nous permettait de choisir parmi les compétences critiques que vous voyez en rouge, on peut, et cibler les plans d'action pour formation de ces gens là-dedans. Okay? On a un jeu que je n'ai pas parlé encore, mais j'allais parler un peu plus loin, mais ça fit avec cette slide-ci, c'est qu'on avait 2-3 personnes, une personne par site qui était la personne qui savait, qui connaissait tous les équipements. Et là, on est à risque. Fait qu'on on a commencé à engager du monde pour réformer, remonter la maintenance, mais former tous ces gens-là, c'est un défi pour nous autres. Ça fait que cette matrice-là nous a mené à un plan de formation assez solide, focusé sur les goulots, sur les stratégies qu'on revient sur pour la stratégie de l'entreprise, toujours en regardant les stratégies de l'entreprise. D'autres choses, c'est qu'on avait déjà dans le passé, comme toutes les entreprises, on a des allers-retours, là, on peut dire comme ça, de la maintenance. On avait déjà des préventifs, des routines, d'analyse des vibrations, de thermographie dans le passé pour certains équipements précis. On a, avec la classification des équipements, la criticité des équipements, on est allé chercher les équipements critiques, on a repris les routes d'analyse des vibrations, des thermographies aussi, et nous a amené des points importants pour l'adresser, pour garder la fiabilité de façon un peu plus générale des équipements les plus importants. Ça, c'est une approche, ça nous a donné des résultats assez importants en court terme. Okay? D'autres actions qui étaient dans le plan, on a réduit les flux de travail de la maintenance. C'est une action que ça semble être assez simple, mais ça nous a permis de rediscuter la façon qu'on voulait travailler, qu'on travaillait là-dedans, la réalité qu'on avait sur les planchers, mais aussi la façon qu'on voulait travailler là-dedans. Et là, étant donné qu'on a fait une équipe avec l'opération, la participation des opérations aussi, avec les gens de maintenance, au niveau du superviseur, même quelques mécanos qui étaient là depuis longtemps, ça crée un alignement assez fort entre les équipes pour mettre en place les flux de travail. Fait que même les flux d'approvisionnement qu'on parlait là-dedans, c'était plus ou moins, c'était différent d'une usine à l'autre, ça marchait d'une façon, une usine utilisait une GMAO pour le faire, d'autres usines utilisaient des tableaux Excel. Fait que on a monté les flux et on a commencé à adresser des actions qui sont spécifiques pour passer à travers ces processus-là. Mais ce que j'ai tiré de là, c'est l'alignement avec l'opération, à l'interne de la maintenance, de l'équipe de la maintenance, ça nous a aidé beaucoup à avancer plus vite. Bon. Ici, dans les cycles que Mario il a présenté tantôt, de l'ABC, là, on a les retours, j'appelle un peu les PDCA qu'on fait là-dedans, là, on tourne la roue. On a passé on avait du suivi hebdo qu'on faisait à chaque semaine. Fait qu'à l'interne, on avait la direction de l'entreprise. C'est une réunion de 15 minutes qu'on faisait. On passait des actions qui étaient dues. Si on avait besoin de ressources, si on avait besoin de l'adresser. Cette suivi hebdo, ça nous faisait avancer assez vite, débloquer des choses qui ça bloquait par rapport aux ressources ou des affaires comme ça là, à l'entreprise. Fait qu'on avait aussi un suivi à chaque 15 jours avec des gens d'STI qui nous donnaient un peu on discutait des stratégies, des éléments bloquants qui étaient là. Et ça nous a permis aussi d'éviter de sentir, là, je l'ai mis là, on paie tout seul. Parce qu'une fois que tu es dans une moyenne entreprise avec beaucoup de gens qui sont sur le plancher, et des fois, tu traces une stratégie là-dedans, là, mais il faut qu'on discute de temps en temps avec quelqu'un, ça fait du bien, là, ça nous aide, ça nous assure. Là. Fait que, ça, c'est une chose qui nous a apporté comme gain. Bon. Là, une autre action qu'on a faite, c'est un peu de tous les travaux qu'on a faits, on a fait une genre des 80-20 pour les équipements, là, des pertes qu'on avait. Fait que je vais passer à Mario, parce qu'à partir de là, on a implanté vraiment la technique d'RCM inverse là, qu'il va vous parler. Parfait. Merci Marcelo. En fait, pour poursuivre dans le même thème, dans la partie concrétisation, qu'est-ce qui a été aligné dans une des actions qui a été mise dans le plan d'action 100 jours, a été en lien avec la liste des équipements critiques et les goulots ou les pertes de production où l'entreprise avait le plus de problématiques.
en est venu en découler et à prioriser l'ensemble de la salle de tissage. Pour vous donner une envergure un peu, pour ne pas avoir été dans le milieu manufacturier auparavant, précédemment, puis pour ceux qui le connaissent moins, cette salle de tissage-là comporte 80 métiers à tisser de façon automatique, là. Alors là, ça tisse du tissu au mètre à l'heure, pour vous donner une idée. Et à l'intérieur de ces 92 métiers-là, il y a 12 familles. Ça se regroupe sur 12 familles ayant des types ou des technologies ou des années de fabrication différentes. Donc, il y a une grande variabilité, là. Un métier versus une autre technologie. Fait qu'il a fallu adapter certains éléments ou certaines façons de faire qui fait qu'à la fin, un programme d'entretien générique ne rencontrait pas les éléments escomptés. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a aussi ciblé et amené notre approche RCMI, en fait, là, ou RCM inverse, et aussi, c'est ce que je vais vous expliquer dans la suite de la présentation. Puis, comment on l'exécute et à quelle source c'est utilisé. Donc, enfin, tout d'abord, j'aimerais vous faire la référentielle entre les notions qu'il peut y avoir pour la partie RCM et d'où découle, nous, notre méthodologie ou notre approche RCM inverse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un RCM, c'est un outil qui est très puissant et qui, par contre, à la puissance de l'outil, demande énormément de temps et d'énergie pour préparer le tout, amener des ateliers, en venir à la fin lorsqu'on veut vraiment optimiser nos programmes de maintenance. Ce n'est pas nécessairement l'outil le plus optimal entre le gain et le bénéfice effort. Alors là, compte tenu qu'un RCM, ça approche principalement l'ensemble des fonctions et qu'on les adapte et qu'on les amène dans le contexte où elles sont mises en place. C'est une technologie, une façon de faire qui est beaucoup utilisée dans l'aéronautique, compte tenu des conséquences à long et haut. Nous, notre approche découle par contre des grands principes de la RCM, mais où on l'a appelé RCM inverse, c'est-à-dire on vire ça à l'envers, là. Au lieu de partir de fonctions et découler à en établir une stratégie quelconque avec des simulations, on y amène et on part du principe qu'il y a des programmes d'entretien existants et la RCM inverse sert uniquement, avec l'approche que l'on a, à réviser les programmes de maintenance préventive, soit existants et combinés aussi à ceux du manufacturier, qui nécessairement a une certaine connaissance de son actif. Essentiellement, c'est de où on est parti avec notre approche et comment on l'a découlé, pour le simplifier. Essentiellement, cette approche se subdivise en 4 étapes qui sont complémentaires l'une par rapport à l'autre et qui sont comme suit. Donc, la fondation, par la suite, il y a l'identification et en troisième étape, l'adaptation. C'est là que se passe le gros du travail. Enfin, on vient fermer par la finalité là, de comment on atterrit avec tout ça au niveau du bâtissage. Si on va plus précisément et plus, je vous dirais, en détail sur chacune des étapes, pour ce qui est de la fondation, en fait, puis vous voyez là, le FIAB, là, on parle de fiabilité ici, ce n'est pas un jeu de mots, c'est un peu ce qu'on voulait faire ressortir également. Donc, la partie fondation regroupe certaines étapes qui servent à préparer, je vous dirais, les ateliers qui vont suivre. Dans ce cas-ci, étant la salle de tissage où on a articulé la préparation des ateliers, c'est-à-dire qu'est-ce qui était au niveau des cueillettes existantes, donc les programmes d'entretien qui étaient existants. Il y en avait, vous allez voir tout à l'heure, de où on est parti, où on a atterri, et puis qu'est-ce que ça a donné au niveau du résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'on va chercher également à faire parler? En fait, c'est un cas d'affaires. Tantôt, il y avait un cas d'affaires sur l'ensemble de l'implantation de la stratégie de la gestion des actifs, mais plus particulièrement, un cas d'affaires sur un système et ou un actif où on veut entreprendre une révision dans le programme d'entretien. Parce que lorsqu'on aura un questionnement sur la conséquence de faire ou de ne pas faire une tâche, sera recoupé avec qu'est-ce que ça implique au niveau de l'actif et jusqu'à ce que qu'est-ce que ça implique au niveau d'un secteur et ultimement au niveau d'une usine. Ça peut aller jusque-là. C'est important de l'établir à haut niveau avec les clients et avec leur intrant. Par la suite, il y a des équipes une équipe qui est mise en place pour déterminer un peu les participants multidisciplinaires, des gens d'opération, des gens d'entretien, les gens du groupe technique, les participants qui peuvent être aussi partie prenante. Et également, dans certains cas, personnellement, on en a eu à intégrer aussi certains manufacturiers. Ça fait un peu bizarre, vous allez dire, là, mais dans le cas où ils ont fait un programme d'entretien, l'équipement chez nous puis l'équipement chez eux, dans le même équipement, ne s'adapte pas nécessairement au même contexte, mais ils ont un programme générique. À ce moment-là,
ont fait une adaptation, donc on les a intégrés, puis dans certains cas, ils ont vu la partie prenante. Et eux autres le disaient, dans certains cas, ça ne s'applique pas là, mais ça s'applique plutôt là, parce que l'équipement est utilisé à son potentiel au maximum de la limite d'utilisation. Dans la partie fondation, c'est vraiment les bases de on va partir de où, qu'est-ce qu'on va chercher comme référentiel. Ici, dans la partie suivante, tout ce qui est d'identification, en fait, on a un outil qui est subséquent en bas, qu'on voit légèrement, là, ce qu'il peut voir, c'est petit. Désolé, on a une partie, mais essentiellement, ce n'est pas l'outil qu'on voulait montrer aujourd'hui, l'outil en bas, mais c'est plutôt comment on le fait, comment on se l'approprie, puis qu'on l'amène à destination. Donc, on met tout ce qu'on a récupéré antérieurement, les programmes d'entretien existants et manufacturiers, ainsi que la fréquence. On ne fait pas aucune, je vous dirais, analyse de prémices. Lorsqu'on arrive, par contre, dans l'atelier, qui est l'identification, là, on va questionner à partir de certains principes de la RCM, dont les modes de défaillance. Quels sont les modes de défaillance pour chacune des tâches? On adresse quoi? Par la suite, on y associe une conséquence qui peut être un intrant associé à différents aspects de la chose. Au niveau perte de production, ça peut être au niveau santé-sécurité, au niveau qualité, et j'en passe. Et aussi, il y a la question des notions de PF qui est plus technique, qu'on vient y supporter, qu'à la fin, on va cibler une tâche qui est une tâche à valeur ajoutée, qui a une tâche qui va déterminer, je veux déceler une défaillance en devenir avec une fréquence X, Y ou Z. On ne se pose pas de questions sur la recommandation du nombre de fréquences parce que j'ai mis des 3 mois, je vais tout mettre des 3 mois, c'est pour chaque tâche, on y va de cette façon-là. C'est un petit peu la façon qu'on fait. Fait que l'équipe y participe, il y a une formation d'introduction, puis en même temps, ça monte à niveau avec certains éléments ou certains principes là, où nos gens puissent y prendre part, là, les gens d'entretien qui font l'exécution et les gens d'opération. C'est à ne pas négliger des impliqués. Enfin, au niveau de l'adaptation, eh bien là, dans cette portion-là, on revise l'ensemble de l'actif. Il y a certains ajouts qui peuvent se faire au niveau de tâches, qu'on n'a pas, au niveau de certaines fonctions, a été vérifiées ou validées, qu'on peut ajouter. Et aussi, on fait également, dans cette phase-là, le regroupement de nos tâches selon certaines fréquences et les stratégies au niveau des arrêts des jours qui sont en ligne ou qui sont dans les secteurs concernés. On fait une adaptation là, qui va s'intégrer dans une stratégie quelconque et où on va forcer une stratégie dans un moment précis versus une fréquence qui peut être prédominante pour détecter des défaillances en devenir. Parce que l'idée, c'est de prévoir l'imprévisible pour qu'on n'arrête pas l'équipement lorsqu'ils décident d'arrêter, mais qu'ils ont décidé de l'arrêter avant, le remettre en état et qu'il le redémarre de façon efficiente ou programmer éventuellement un correctif ultérieur. Et nécessairement tout ce qui vient avec pour l'organisationnel. Plus concrètement, avec du Valtex et l'ensemble de la salle de tissage, il y a eu plusieurs révisions de tâches basées sur les modes de défaillance et leurs conséquences. Et puis, on est parti du fait qu'on a éliminé 7 préventifs qui étaient existants dans ce qu'ils avaient déjà en place. Par contre, on en a créé 13 nouveaux qu'on a réorganisés, des tâches qui sont ajoutées ou des fréquences qui sont recadrées. Et ce qui nous a donné qu'on est parti d'un contenu de 44 préventifs à 3500 heures par année avant l'atelier pour arriver à la fin avec une cinquantaine de préventifs et 3200 heures. Donc, moins d'heures effectives par année pour réaliser notre programme, mais plus de préventifs dans certains cas. Ce n'est pas parce que tu as plus de préventifs que tu as plus d'heures. C'est des heures qui sont plus efficientes, là, qui permettent de déceler des défaillances. Et vous allez voir un peu plus loin qu'est-ce que ça a donné. Pour terminer, en fait, la 4e étape, et non la moindre, qui est souvent une des plus importantes, parce que à partir de ce moment-ci, on pourrait déposer un programme d'entretien dans le système, puis on roule, on donne ça à nos gens, puis allez-y faire l'entretien. Ce qui est important, c'est aussi l'aspect validation. On dit aux gens, la validation de ce que les gens ont participé, c'était dans une salle, c'était avec les gens, à leur connaissance qui était existant, mais allons valider ce nouveau programme-là, ces nouvelles tâches-là, comment ils se faisaient, là, maintenant, comment ils se font, parce qu'ils ont été revus, ils ont été rebâtis. Il y a des critères qui ont été ajoutés au niveau de la conformité pour détecter et que de dire, bien, j'ai ce critère-là qui est décelé, je déclenche un correctif. Donc, il y a une validation. Par la suite, il y a tout l'aspect de on va bâtir et on va, je vous dirais, estimer pour amener à implanter des nouvelles procédures ou des nouveaux préventifs dans le système de GMAO quelconque qui existe là, dans l'entreprise. Dans leur cas, c'était un peu là, ce qu'ils avaient comme système. Peu importe le système, à la fin, ça ne change absolument rien.
Et la dernière partie, la réingénierie, puis on a indiqué ici aux besoins. Dans certains cas, peu importe la tâche d'entretien qu'on fait sur un actif, sur une fonction ou sur une composante, on éliminera ou on ne décelera jamais une défaillance. Puis on aura un taux de fiabilité augmenté. Fait que dans certains cas, ça peut amener dans la révision qu'on ne fera pas de tâches d'entretien, mais qu'il y aura tout simplement une réingénierie, c'est-à-dire une modification mineure. Là, je ne parle pas de modifier, de changer d'équipement, là, mais de peut-être adapter ou d'ajuster ou de certaines optimisations qui peuvent être faites sur l'actif pour tout simplement éliminer la défaillance en devenir. Fait que ça peut aussi amener à annihiler certains éléments là-dessus. Fait que notre outil est capable de les saisir, ce qui fait qu'à la fin, on a un plan d'action pour être capable de le suivre et de l'amener à bonne échéance. Voyez un peu en bon exemple de ce que ça peut donner une procédure et aussi un calendrier de balancement. Parce que l'ensemble de l'estimation de nos préventifs qu'on avait tout à l'heure, ça nous permet de balancer une charge de travail sur une période X dans une année, qui nous permet d'après ça de répartir dans un temps et d'être capable d'organiser, selon notre disponibilité de main-d'œuvre, la répartition de nos travaux et qu'on ne se ramasse pas que dans la même semaine, on fasse 3 quarts dans notre programme d'entretien. Parce que là, on a décidé que ça arrivait tout là. Fait qu'il y a un balancement qui peut se créer et qui doit se faire là, des 3200 heures qu'on avait tout à l'heure. C'est ce que ça permet de faire également au niveau de notre système. Je vais laisser ici Marcelo vous parler également de ce que pourrait être concrètement et ce que ça a donné concrètement, là, parce que c'est ce qui est intéressant. Ouais. Là, on va parler un peu des résultats qui sont tangibles. Mais avant de parler de ça, je pense que ce que Mario il vient de présenter là, étant donné qu'on a fait des ateliers d'RCM Inverse avec l'équipe multidisciplinaire, qu'on a mis des spécialistes ensemble avec les gens des opérations, avec les gens de maintenance ensemble, et les résultats de tout ça, c'est un résultat assez différent là-dedans, parce que c'est des gains qui ne sont pas tangibles, que je pourrais dire, là, c'est un peu les témoins qu'on a vécu, c'est qu'étant donné on a cherché tous les modes de défaillance qu'on avait, que les gens des opérations vivaient sur les planchers, on avait passé tous les préventifs, on a révisité les préventifs, et on a dit, OK, est-ce que pour chaque mode de défaillance qu'on a ici, est-ce qu'on est couvert pour les préventifs qui sont là? Là, ça fait que les gens des opérations ont compris pourquoi on faisait telle tâche, pourquoi on faisait telle chose. Même les gens de maintenance ont compris pourquoi ils faisaient telle tâche d'entretien, des préventifs. Ça a donné un alignement assez fort entre les équipes, la façon qu'ils se parlaient sur les planchers. Ça, c'est une chose qui est assez payant là-dedans, là, et c'est pas tangible. On peut pas mettre sur une diapo comme celle-là. Là. Et d'autres choses, c'est étant donné qu'on avait des gens qui venaient d'arriver dans l'entreprise, le fait qu'il a participé 2 jours, 1 jour, 2 jours, ça dépend des types d'équipements qu'on a fait là-dedans. Il a discuté avec des techniciens, les gens qui étaient sur les planchers. Il sortait dans un autre niveau de connaissance de l'équipement. Ouais. Fait que là, c'est une formation qu'on n'avait pas prévu ça, on n'a pas planifié, mais à chaque fois, pour le 12e, on mettait des nouveaux là-dedans parce qu'ils sortaient plus fort là-dedans. Ça, c'est une chose qui c'est assez... on ne peut pas mettre ici, là, mais les résultats, ça se voit. Les gens étaient alignés. Là. Okay? Bon, ici, on voit un peu les résultats qu'on a trouvés sur la salissage. Je vous rappelle encore là, c'est les goulots de l'entreprise, c'est les stratégies, c'est l'optimisation de la salissage pour optimiser les opérations. Fait qu'ici, on a commencé, dans l'axe X ici, c'est chaque semaine qu'on va voir là. Et c'est les temps d'arrêt, les moyennes de temps d'arrêt machine qu'on avait pour chaque semaine là, les 5 dernières semaines qu'on regardait. Fait qu'on voit une tendance assez forte, constante dans la descendance des équipements après les ateliers qu'on a faits. Et l'autre graphique qui est ici à côté, c'est un peu les principaux. Là. On regardait toujours les principaux arrêts des équipements. Et ça nous montre qu'on a eu, mettons, je pointe là, désolé. On a eu des points qui, ça montait ici. On s'est rendu compte que ça manquait des spare parts. Et avec la COVID, tout ça, ça prenait plus de temps, les délais étaient plus longs, fait que ça nous a fait mal pour certaines choses. Même celle-là, c'est une brique qu'on a eue spécifique d'une carte électronique, là, mais si on voit à la fin, on a contrôlé même les plus hauts. On avait des arrêts assez contrôlés dans des équipements de la salissage, les 84 métiers que Mario vous a parlé là. Okay? Bon, là... Les retours sur l'expérience, peut-être que j'ai déjà parlé une couple, là, mais c'est l'excellence. On a un très bon support de la direction. Je parle les présidents, les vice-présidents, mon boss,
le support est toujours là. Ça nous a aidé beaucoup à avancer dans les processus, dans la recherche des ressources spécifiques pour faire des affaires, pour faire implanter des actions. L'excellente collaboration de toute l'équipe de la maintenance, je ne parle pas moi, là, je parle même de l'équipe du plancher, les superviseurs, les techniciens qui nous a aidé beaucoup à faire les ateliers. La formation de l'équipe au niveau des compétences critiques, c'est un peu la matrice qu'on a dit. On avançait beaucoup dans des compétences critiques, principalement dans la saltissage et l'eau du soir. Là. On avançait beaucoup là-dedans. Et on voyait la satisfaction des employés, parce qu'il y avait même des employés qui étaient là depuis longtemps, qui n'avaient pas eu de formation. C'est des formations assez simples qu'on faisait maison chez nous, là, mais ça fonctionnait quand même. Travaux, ils ont mené une vision beaucoup plus claire, autant pour la maintenance, l'équipe de la maintenance pour différents sites, mais aussi pour les opérations. C'est quoi qu'on faisait? L'alignement avec l'opération, c'était vraiment fort, là, c'est l'intégration. Et les climats, je pense qu'on a beaucoup monté les climats. Même la rétention des gens, on sentait que c'était... On était moins vulnérable de perdre du monde là-dedans, parce que les gens voyaient la stratégie là-dedans, là, où on allait. Là. Bon, c'était un peu ça qu'on voulait présenter. Là. Étant donné que j'ai la parole, les questions faciles sont à moi, les difficiles sont à Mario. Là, fait que, allez-y. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, allez-y. Il y a des questions? Commentaires? Bonjour. Pour l'avoir déjà vécu, des RCM inverses ou des RCM, souvent la liste de tâches qui sort à la fin, c'est comment qu'on la ramène dans notre machine de GMAO, comment qu'on va marcher ces tâches-là avec nos gens d'entretien pour que ce soit réaliste. C'est souvent un challenge que nous, on a vécu dans le passé. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. On sort avec le système, peu importe, la liste de tâches. Mais après, il faut l'intégrer dans le GMAO. Puis, il faut le marcher avec nos gens. Oui, tout à fait. Cette nouvelle route-là, sinon... L'idée, c'est que je vous disais tout à l'heure, l'aspect de la validation de la dernière partie, là, étant une étape très importante où plusieurs, malheureusement, prennent ça pour un peu acquis, puis ils n'en font pas le plein potentiel, puis l'importance, parce que l'objectif, c'était de faire des programmes d'entretien, on les a après l'analyse, puis les fréquences sont optimisées. Le nerf de la guerre, c'est vraiment de l'implanter. Parce que l'idée, par la suite, c'est qu'il faut l'amener à exécution, puis que ça rentabilise le temps investi, et puis que ça aille détecter les défaillances en devenir. Et puis ceux et celles qui vont faire ça, ce n'est pas les gens de bureau, ce n'est pas nous dans les ateliers, c'est ceux qui étaient assis dans la salle, qui étaient avec nous, qui vont aller les faire, les réaliser et détecter des choses et cibler des problématiques. Autant les gens d'entretien qui font des choses soit en arrêt ou en marche, ou bien ceux d'opérations qui, eux autres, sont à temps plein près des équipements ou avec un gros regroupement d'équipements automatisés qui sont là et qui sont les premiers sur la ligne. Donc, c'est là qu'il faut aller chercher la pérennité et l'appropriation. Juste compléter. Moi, je trouve qu'étant donné que l'atelier a été fait avec les mécaniciens, c'est sûr que c'est une petite entreprise, moyenne entreprise qu'on parle là. On avait 7, 8 mécanos. On a pris 2, 3 pour faire l'atelier, mais cibler les gens spécifiques qui sont les leaders sur les planchers pour bien comprendre pourquoi on le fait, ça nous amène un autre résultat là-dedans. Fait que là, des fois, on a mis des gens dans les planchers qui étaient un peu plus résistants là-dedans pour participer des ateliers, ça nous amène un autre résultat là-dedans. Fait que ça commence par là, l'alignement, là. Je ne sais pas c'est où la personne qui a posé la question, mais ça amène un autre résultat là. Ça nous aide beaucoup à avancer. Si vous me permettez, juste un petit commentaire en terminant sur ça, c'est qu'on aura tendance peut-être dans nos façons de faire à dire si il y a une personne qui est plus adaptée, bien c'est lui qu'on va cibler et il va toutes les faire. Ça, c'est une erreur parce que finalement, il va y avoir un spécialiste, puis lui, il va tout avoir dans le processus, mais les 30 autres en arrière là, ils vont réaliser après ça les exécutions de ça, ne seront pas imprégnés de la façon comment ça a été bâti, comment ça a été imprégné. En tout impliquer les gens, il implique une partie de juste il y a une marge entre les deux. L'idée, c'est d'en impliquer le plus possible, puis de les amener à monter aussi en compétences. Ça a deux aspects là, au niveau de ça, les ateliers. Oui, madame? Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez expliqué que vous avez établi un plan de formation en fonction d'une matrice de critères. Quel type d'accompagnement en formation vous avez offert à vos employés? Bon, on a commencé. Je vais passer les processus qu'on a utilisés un peu, là.
Et on a commencé pour identifier toutes les compétences critiques, et là, on a mis les niveaux qu'on jugeait à chaque personne. Une fois que ça a été fait, ça, on a rencontré chaque employé, le superviseur a rencontré chaque employé pour valider si les niveaux de connaissances qu'on voyait à lui, à cette personne, si c'était correct. Lui, OK, oui, mais celle-là, je ne pense pas que c'est ça, c'est d'autres choses. On ajuste, et là, il dit, il faut que je fasse cette séance de formation-là. Au moment donné qu'on a fait, on a établi, on n'a pas toute partie pour, on a ici peut-être 8, 9 mois, 10 mois là qu'on a fait. On a ciblé certaines personnes, c'est toujours salissage. Fait qu'on a ciblé 2-3 personnes pour faire la formation de ces gens-là et on avait un suivi une fois par mois, une fois chaque 2 mois. Les superviseurs rencontraient cette personne pour voir est-ce que ça fait du sens pour toi. Là. Parce que les formations, ça commençait quand même pour apprendre à opérer l'équipement. Parce que ça change la donne si lui, il est capable. On ne veut pas qu'il soit un opérateur, mais lui, il comprend bien comment ça fonctionne, quelles sont les étapes, les processus de fabrication. Fait que là, ça a commencé par là. Après ça, on commence à parler des préventifs spécifiques d'une tâche, d'autres, des débouggages, comment on le fait. On jumelle avec une autre plus ancienne qu'on avait déjà là. Fait qu'on avait des étapes comme celle-là et on suivait, je dirais qu'à chaque 2 mois, on rencontrait l'employé pour voir comment il voyait. C'est aussi simple que ça. Parfait, merci. Plaisir.